ça fait Carrasco. Allez, vas-y, pourquoi pas. Vas-y, pourquoi pas. J'ai un scoop pour vous. Penalty sur Ronny Lopez à la 151e. J'ai demandé pourquoi on n'est pas revenu sur la VAR, mais la VAR ne fonctionnait pas. Le Colombien qui a pris le dessus, il a réussi son dribble. Falcao, ouais, oui, il est mort. Ce soir, je vais dire tout haut ce que tout le monde pense tout bas. Radio Diagonale, la web radio 100% rouge et blanche. Eh bien, bonsoir à tous et bienvenue sur Radio Diagonale pour un nouveau Mur des légendes, aujourd'hui consacré à Marcel Dib, joueur qui a passé énormément de temps à l'AS Monaco, très exactement entre 1985 et 1993, donc on aura peut-être beaucoup de choses à dire, ou peut-être pas, en fait, on verra bien. Mais évidemment, pour m'accompagner, toujours mon fidèle Boris. Salut Boris. Salut Damien. Et Rome, salut Rome. Ah bah merci. Mon fidèle Rome. Salut Damien, salut Boris. Alors, pour commencer, est-ce que, voilà, si je vous parle de Marcel Dib, Rome, qu'est-ce qui te vient en premier à l'esprit? Est-ce que tu as un nouveau chanteur qui te vient à l'esprit? Non, pour le coup, c'est vrai qu'on y a pensé entre les deux émissions là, mais c'est vrai que là, un petit peu moins d'idées. Marcel, c'est quand même beaucoup plus rare. Comme je vous l'ai dit, j'avais que le chien de mon oncle, hein, donc c'est un petit peu léger quand même. Mais non, par contre, moi, quand je pense à Marcel Dib, vu que pareil, c'est un joueur qu'on a quasiment pas vu jouer, un petit peu forcément sur sa fin de carrière. Pas forcément à Monaco d'ailleurs, parce que moi, l'année où je commence vraiment à m'intéresser au club, bah, c'est l'année où il part. Donc moi, je l'ai connu à Bordeaux, puis à Marseille. Mais non, moi, quand je pense à Marcel Dib, bah, je pense à sa coupe de cheveux, en fait. C'est tout con, hein, mais c'est les cheveux au vent. C'est Marcel Dib, quoi. C'est ce qui vient tout de suite en tête. C'est même pas Catogan, parce qu'il les avait la plupart du temps détachés. Mais voilà. Pas non plus la coupe mulet. Mais c'est les cheveux longs, quoi. Un voilà. peu à la Falcao, un peu comme long et gras un peu. Hein. c'est les images d'époque, c'est le grain de la pellicule, c'est pas pareil. Il y a peut-être un peu de pento. Ouais. Ah ouais. Boris, mais toi, voilà. ouais. Bah, un peu pareil aussi, effectivement. Pento, pas le gardien, je précise. Ouais. Moi, quand je pense à Marcel Dib, j'essaie de me retenir de faire le jeu de mots Marcel Bide, mais à part ça. Ah bah c'est ta blague surtout qui. Marcel. Ouais, c'est ma blague. c'est si moi je mets un Marcel, on va vite voir mon bide. Et non, sinon, son nez aussi, je trouve, est une particularité physique assez. En vrai, Boris, tu te rappelles dominant. quand même que quand on jouait au foot ensemble, on t'appelait comme ça, Marcel Bide. Ouais, là, c'est fake news. Mal. Fake news avérée. Attends, on recommence. Allez, on Et se non, sinon, sur une autre note, on s'était refait un jour la finale Coupe de France 89, et c'est vraiment un match, on va en reparler, hein, qui m'avait marqué de Marcel Dib. C'est peut-être un des seuls que j'ai vu en entier, en tout cas, qui ait pu disputer. Mais ça a été un match qui l'a vraiment réhabilité à mes yeux. Un joueur qui, moi, avant de m'y pencher un peu, me semble plutôt un joueur assez banal, assez médiocre de cette époque. Et en fait, quand on s'y penche, c'est quand même un joueur assez intéressant, que ce soit par rapport à son parcours, mais même tout simplement techniquement et au niveau de son talent. Ouais, absolument. C'est vrai que, pareil, hein, j'imaginais un peu un joueur à la Claude Puel, c'est-à-dire voilà, le joueur de devoir, ce qu'il a été aussi, mais un joueur qu'on pouvait qualifier aussi de limité techniquement, qui misait beaucoup plus sur des qualités athlétiques, physiques, qui privilégiait plutôt le duel. Et en fait, on voyait un joueur qui n'était pas que défensif, hein, qui se projetait énormément vers l'avant, qui avait quand même une palette technique intéressante, donc voilà, c'est vrai que on est peut-être allé à la découverte de ce joueur aussi de surprise en surprise en fin de compte. Donc voilà, Marcel Dib, je pense que lui aussi, hein, il a un peu créé la surprise pour Rome, parce que son parcours professionnel, finalement, il démarre presque assez tard. Ouais, ça démarre assez tardivement. Comme on l'a dit, il est au club en 85 à Monaco, et il avait fait le début de carrière à Toulon.
plutôt grande époque de Toulon, cette période-là, quand même, les années 80, où Toulon était encore un des clubs majeurs du paysage du football français. Et il arrive au club en 85, il a donc déjà 25 ans, et il n'a pas vraiment explosé à Toulon. C'est un bon joueur du championnat, mais plutôt petite période en Ligue 2, même à cette époque-là avec Toulon. Et finalement, oui, ça va devenir un joueur majeur du club pendant 8 longues saisons, alors qu'il n'était pas forcément voué à devenir un titulaire indiscutable de bon nombre de saisons, parce qu'on le verra, il y a plus de 300 rencontres, donc ce qui veut dire qu'il était titulaire à part entière du milieu de terrain monégasque, avec différents équipiers à côté de lui, mais lui n'a pas trop bougé en fait. Ouais. Quand il arrive, justement, voilà, on a une équipe qui, avec Lucien Muller, Boris, finit la seconde place du classement en 84. Et lorsque lui arrive en 85, on constate quand même un coup de moins bien par la suite. Alors, Monaco finit sur le podium, mais voilà, on sent qu'il y a quelques années qui arrivent qui sont des années un peu creuses. Ouais, lui, il arrive en 85, et donc sur les saisons 85, 86, 86, 87, des saisons un petit peu moins intéressantes pour l'AS Monaco. Monaco vient de gagner la Coupe de France. Alors, je crois qu'ils ont gagné quand même le trophée des champions, cher au cœur de Rome, sur cette année-là. Mais sur les 2 premières saisons, c'est un peu moins intéressant. Au niveau des résultats, c'est l'époque Kovacs, et alors je me rappelle plus si la première saison est avec Lucien Muller encore, ou si c'est déjà du Kovacs. Non, c'est Muller. Voilà, il va connaître ces 2 entraîneurs-là, et c'est vraiment sous l'avènement d'Arsène Wenger, qui va intervenir en 87, qu'il va vraiment, que l'équipe tout simplement va se mettre à mieux tourner, et puis lui aussi à se révéler, à remporter des titres, et puis à candidater de plus en plus vers l'équipe de France. Tu en parlais de ce fameux trophée des champions en 1985 qu'il n'a pas disputé, Marcel Dib, donc du coup c'est de toute façon c'est oui, voilà, il s'était joué. Alors, ça s'était joué au mois de décembre, je crois, cette année-là. C'est très tard. Donc, je sais pas pourquoi, du coup, il ne l'a pas joué. Mais voilà. Donc, bon. Il ne l'a pas à son palmarès. C'est comme ça. 18 décembre 85. Voilà, oui, c'est ce qui me semblait. C'était au mois de décembre, dans ces eaux-là. Donc, c'est ça. Au tir au but. 8 tirs au but à 7 contre Bordeaux. Donc, au moins celui-là, on pourra pas on n'aura pas de débat au moment de parler de son palmarès à ce niveau-là, si c'est un vrai trophée qu'on peut comptabiliser. En tout cas, moi, ce que j'ai lu quand même, c'est que sur ces années un petit peu difficiles avec Kovacs et avec Muller, c'est d'après Norbert Siri, c'est que lui relate dans son ouvrage qu'il avait été quand même le meilleur monégasque de la saison 86-87. Donc je pense que on peut prendre ça comme un avis de référence, a priori, sachant que les sources sont plutôt difficiles à trouver sur cette époque. Voilà, je pense qu'on peut imaginer que Norbert Siri avait sans doute une bonne connaissance de l'époque et du contexte et assez certain de son jugement aussi. Comme on l'a dit, c'est la moins bonne saison du club. On finit 9e, c'est ça ? Enfin, moins bonne saison du club de cette époque-là, évidemment. 87, c'est 5e. C'est 5e. Il n'y a pas une saison où on fait 9, c'est celle d'avant, alors. 86. Ouais, voilà. Donc, voilà. Donc déjà, elle est du coup un petit peu meilleure, mais oui, il était dans les tout meilleurs, et je pense qu'on peut pas trop s'avancer en disant qu'il devait y avoir certainement un latéral gauche aussi qui était dans ce cas-là. Oui, surtout en 86, meilleur latéral de la Coupe du Monde. On peut quand même noter que, mine de rien, c'était assez difficile de trouver de la littérature sur Marcel Dib, ce qui confirme aussi son rôle un peu, Boris, de joueur et d'homme de l'ombre, en fin de compte. Ouais, tu l'as dit, tu avais cité le nom de Claude Puel, et c'est un nom finalement avec lequel il va être pas mal associé, parce qu'ils vont beaucoup jouer ensemble au milieu de terrain, mais c'est vrai que pour le coup, des deux, c'est sûrement le plus créatif, le plus intéressant
dans le jeu, hein, Marcel Dib le plus intéressant offensivement, probablement pas assez pour qu'on l'ait retenu. On a parlé la semaine dernière d'un joueur vrai meneur de jeu, d'un joueur purement offensif qui était Théo. Avec Marcel Dib, on n'est pas non plus clairement, hein, sur ce registre-là. Je crois que ta connexion aussi, elle a fait un saut dans le temps avec Théo, elle est revenue. Voilà, tu nous as parlé avec une voix d'outre-tombe presque. Elle est partie en 63 aussi, la connexion. Appelle l'ORTF, ils vont te filer le JT. Comme ça. En 1963. Et tu as la voix pour l'emploi. Si vous voulez, je recommence du coup. Non, on a quand même compris la substance. Oui, c'était plus. Du coup, c'est vrai que Puel, c'était le milieu de terrain, même s'ils ont joué ensemble, l'un à côté de l'autre. Puel, c'était quand même vraiment le numéro 6. Il avait été quand même pas mal de fois carrément défenseur, que ce soit central et latéral. Alors que Dib, c'était plus le relayeur, en fait, plus un numéro 8. Donc un peu plus. Pas non plus numéro 10, tu l'as bien dit, comme Théo. Et puis surtout en 88, je crois qu'on en avait un autre de numéro 10, mais il était par contre ce numéro 8 relayeur qui devait y avoir Ferrage à l'époque, non Ferrage, oui. On avait beaucoup Bijota, Djenguini aussi, dans ces années-là. Oui. Mais en tout cas, ce qu'on constate, c'est que après, donc en 87 arrive Arsène Wenger, et que il reste un des tauliers de l'équipe, Boris, et qu'il il est toujours, il continue de disputer des saisons très pleines. Ouais, de toute façon, tout son parcours, Monaco, c'est quasiment toujours la barre des 30 matchs en championnat et même. Non, ça va, ça. Je vois vous marrer. Mais bon, c'est pas mal. Ah, parce que mais vas-y, continue. Tout va bien. Tout va très bien. Ouais, non, mais c'est vrai que tu l'as dit. Non, mais c'est vrai que Marcel Dib, c'est des saisons à 30 matchs quasiment, hein, tous les ans en Ligue 1. 30, 35, 40, toutes compétitions confondues. Donc c'est une valeur sûre. On a souvent dit, je refais une dernière fois le parallèle un peu avec Claude Puel, qu'il était pas forcément toujours annoncé, mais au final toujours dans l'équipe. Il y a un peu de ça aussi chez du Marcel Dib qui sur 7-8 saisons comme ça va être une valeur constante de l'AS Monaco sans être forcément le premier nom qu'on retient des années après, probablement pas le premier nom qu'on a en tête à l'époque, mais voilà, un joueur qui faisait aussi le sel un petit peu de ce football, c'est d'avoir des joueurs qui s'inscrivaient dans le long terme, dans des équipes qui étaient des valeurs aussi références et qui permettaient d'avoir une certaine continuité, une certaine identité, ce qui est probablement un peu plus compliqué à notre époque. Et Rome, à l'image de Théo, hein, comme on en avait parlé la semaine dernière, un joueur qui, du coup, n'était pas forcément un des noms préférés pour les sélectionneurs de l'équipe de France. On pensait pas forcément à Marcel Dib à l'époque. Non, parce qu'il va commencer à être international en 88, et puis il va, je crois que c'est 6 sélections, c'est ça, 6 c'est ça. En 2 saisons. Il y avait quand même un petit peu de monde aussi au milieu de terrain à cette époque-là, même si c'était un peu la fin d'une génération, justement, quand lui commence à y arriver en 88. Hein. C'est la fin de ces grands milieux de terrain, je ne sais plus les dates exactes de tous, hein, mais bref, des Tigana, les Platini, Louis, mais tout ça, c'est quand même plutôt sur la fin. Et ça va être cette petite génération un peu d'entre-deux, là, avant celle d'après, où il va en faire partie, mais après oui, c'est pas non plus nous un des noms qui nous marque le plus de cette équipe de 88, parce qu'il est aussi au milieu de terrain, il est intercalé entre un qui est une légende du club parce qu'il y a disputé, pas le record parce qu'il y a Ettori, mais sinon c'est lui derrière, il y a quoi ? Il est à plus de 600 rencontres. 602 matchs, je crois, ou 600 tout, 600 tout pile peut-être. Et celui qui joue devant lui, il est considéré comme peut-être le plus grand joueur qui ait joué au club. Donc forcément, on t'oublie un peu au milieu de tout ça, quoi. Alors que lui-même était un joueur très important, un très bon milieu, relayeur.
capable de faire du travail défensif, mais vous l'aviez bien vu pendant cette finale de 89, également très intéressant offensivement, très intéressant ballon au pied. De toute façon, un très bon joueur. Moi, j'écoute souvent RMC l'après-midi avec Dimeco. Ils ont joué un petit peu ensemble, ils se sont un petit peu connus. Et il parle souvent en très bons termes de Marcel Dib comme étant un des tout meilleurs joueurs, un des tout meilleurs milieux de terrain du championnat de France de cette époque-là. Mais c'est vrai qu'il n'a pas eu trop sa chance à l'échelon supérieur, mais ça s'est pas joué à grand-chose, quoi. Alors je le disais, hein, justement, il a été difficile de trouver de la littérature sur Marcel Dib. J'ai seulement pu noter, récupérer cette citation à la volée de Yves Mérins, donc, qui était à l'époque... alors il avait écrit ça sur Var Matin, donc je sais pas s'il parlait de Marcel Dib quand il évoluait à Marseille ou à Monaco, je pense peut-être plus Marseille. En tout cas, il avait ressorti pour une émission télé ce qu'il avait écrit sur Marcel Dib à l'époque. Donc je voulais retranscrit. Il disait: il avait une allure, une dégaine, un courage à toute épreuve, une attitude qui attirait l'œil du supporter, qui hypnotisait les regards et que les adversaires redoutaient et craignaient. De la tribune de presse, on ne pouvait pas le manquer, on avait souvent l'impression de jouer avec lui. Les cheveux toujours longs, le regard noir, l'engagement physique, la grinta. C'était un type qu'il valait mieux avoir dans son équipe, il cimentait une équipe, il colmatait les brèches, il venait au secours de tous ses coéquipiers. C'était un indispensable, un incontournable, au service de toutes les stars, tous les créateurs qui n'auraient rien fait sans lui. On pourrait presque dire même que c'était le Makelele de l'époque, le Makelele de Glenn Hoddle. Moi, je serais pas monté si haut quand même en termes de niveau. Non, mais pour rester sur Monaco, parce que ouais, j'avais ce processus dans ma tête. J'avais pas trop de joueurs dernièrement. Certains pourront peut-être dire Moutinho, mais j'aurais pu penser à Bernardi du coup. Bah, il est quand même beaucoup plus. Enfin, il était pas plus box to box, mais voilà, il faisait quand même pas mal de courses. Et c'est vrai que les quelques matchs qu'on a pu voir, notamment si on regarde cette finale de 89 de Coupe de France où il inscrit un doublé, il récupère le ballon à l'entrée de la surface. Et en fait, j'ai regardé aussi un autre match contre le PSG. C'est un joueur qui se projette vraiment beaucoup vers l'avant en fait. C'est un joueur qui fait le travail défensif bien sûr, mais c'est un joueur qu'on voit énormément se projeter vers l'avant, qu'on n'hésite pas même des fois à venir chercher un peu comme en remise, un peu comme un pivot très haut sur le terrain. Donc c'est vrai qu'il avait quand même finalement j'ai envie de dire presque une palette assez large, Marcel Dib. Et c'est vrai que je rejoins aussi, et comme tu disais au tout début, Rome, cette description, ce portrait un petit peu d'Yves Mérins. C'est vrai que je pense, et je l'avais déjà dit à un moment donné, que Marcel Dib, si je l'avais vu jouer à l'époque, c'est un joueur que j'aurais adoré. C'est un joueur que j'aurais adoré parce que très clairement il y a la dégaine, voilà, comme il le rappelle, ses cheveux là, comme ça, qui partent au vent, ce style un peu rugueux et en même temps toujours très engagé, très combatif, et c'est vrai que c'est un joueur à qui on peut dire on en avait aussi pour son argent, quoi, parce que voilà, je pense qu'il y avait de quoi satisfaire un public et des supporters pour ce qu'il donnait au club. Donc, ce qu'a dû se dire Bernard Tapie aussi. En attaque directe. Oui, voilà. Direct sur les suspicions. Bon, en tout cas, effectivement, Marcel Dib, qui était Marseillais aussi, on le rappelle. Un de plus. Un de plus, mais qui a toujours fait sa carrière, qui a fait vraiment sa carrière à Monaco, ses plus belles années, et qui a la majeure partie, qui a eu une belle carrière. Voilà, c'est vrai qu'on sait que sur ces deux finales disputées face à l'OM, on le rappelle, en 89, même si Monaco perd 4-3, Marcel Dib a marqué un doublé quand même, et en finale de 91, doublé. Et en finale en 91, il faut revoir ses buts, parce que ils sont faciles à trouver sur YouTube. Je crois mais les mêmes, ça fait le tour du monde, pour utiliser une expression. Ouais. Je crois que le triplé en face, il est pas mal aussi d'un petit attaquant. Ouais, je pense. Mais je pense que si, en vrai, est-ce qu'on peut dire que si Marcelo Dib était argentin, qui s'était appelé Marcelo et qu'il avait les tatouages, est-ce que ce serait pas un des meilleurs joueurs du monde?
Ok, Valère. Voilà, ça a donné Marcelo Gallardo plus tard. Non, je plaisante. Mais voilà, bon, enfin, il y a quand même un joueur face à son club de cœur, parce que l'OM était évidemment son club de cœur. On a eu un joueur qu'on pouvait qualifier d'intègre et toujours extrêmement professionnel. Mais bon, jusqu'à peut-être une certaine période à la toute fin, nous n'en dirons pas plus. Mais Marcel Dieb, du coup, voilà, il fait partie de ceux pointés du doigt, on va dire. Absolument. Donc voilà. Départ à Bordeaux, du coup, en 1993 pour Marcel Dieb. Il reste pas longtemps, hein, parce que c'est... Un an. Voilà, c'est juste histoire de peut-être... Il va jouer avec un certain Zizou, hein, au milieu de terrain. Zidane, Lizarazu, voilà. Mais c'est vrai qu'il y a peut-être aussi... Le deuxième meilleur meneur de jeu qui est joué. On se demande si finalement il est pas... Je l'aurais pas tenté celle-là. J'ai pas entendu, pardon. Bah, il dit le deuxième meilleur meneur de jeu, Zidane, avec qui Marcel Dieb a joué. Ah oui, Glenn Hoddle étant évidemment. Voilà. Mais en tout cas, on se demande si c'était pas un peu peut-être tampon pour éviter d'aller à Marseille tout de suite aussi, je sais pas. Bon. En tout cas, Tapi l'appelle après quand le club est en Ligue 2 et avec pour mission de remonter en Ligue 1. Et Dieb qui s'arrête en 96, une fois qu'il a ramené l'OM en Ligue 1 avec le sentiment du devoir accompli. Donc voilà, la boucle était bouclée presque pour lui, on peut dire. Voilà. Marcel Dieb, du coup, un palmarès, mine de rien, plutôt propre, en tout cas des statistiques bien référencées, Rome. Le palmarès, oui, donc c'est le titre de 88 et le trophée, la Coupe de France de 89, et puis surtout aussi, on l'a pas dit, mais titulaire 92, la finale. Oui, moi j'étais sur 92, Boris. Ouais. Non, t'as dit la Coupe de France 89. Oui. C'était 91. Ah oui, pardon, oui, j'étais sur la finale de 89, le titre de 91, et donc la finale perdue, du coup, aussi, en 92, contre le Werder Brême, où il est milieu de terrain avec un petit Portugais. Ouais, Rui Barros. Rui Barros, Puel n'était pas là pour cette finale, donc ça compte aussi, du coup, dans le palmarès, comme on a pu faire pour certains autres joueurs. Là, c'est vraiment la première vraie grosse épopée européenne, c'est celle-là. Il est un joueur à part entière de cette équipe-là qui malheureusement ne remportera pas cette C2. Ouais. Et puis il aurait dû aussi faire cette fameuse finale de 92 de Coupe de France qui sera annulée, mais que Monaco allait disputer ou contre Bastia ou contre Marseille. A priori contre Marseille évidemment. Et on aurait eu du coup une belle entre les deux équipes, mais... Ouais. Elle n'aura jamais eu lieu. Ouais, mais c'est vrai. Et on rappelle aussi, du coup, ces deux championnats de France achevés à la seconde place. Deuxième. Voilà, oui. 91-92. Donc, tout ceci. Alors, c'est vrai que c'est pas du palmarès à proprement parler, mais ça me démontrait en tout cas un certain niveau de compétitivité. 6 podiums consécutifs. Voilà, auquel il n'était pas non plus étranger par rapport à son apport collectif. En tout cas, un des joueurs à avoir dépassé les plus de 300 matchs, 325 matchs, 20 buts inscrits. Alors bon, c'est sûr que c'est pas forcément sur ça qu'on l'attendait non plus, mais bon, voilà. Mais effectivement, c'est surtout les 325 matchs en 8 saisons. Et aussi un joli score en termes de coupe, parce qu'on sait qu'à cette époque-là, maintenant, enfin, avec Arsène Wenger notamment, Monaco allait régulièrement en Coupe d'Europe et commençait à faire quelques parcours aussi intéressants. 28 matchs de Coupe d'Europe pour Marcel Dieb. 28, il a dû être tout en haut pendant très longtemps, hein, parce que derrière, évidemment, Puel et Ettori, mais vu que pendant très longtemps, il a même dû être troisième, parce que maintenant, quand tu regardes le top 10, en fait, c'est Souba, c'est Radji, c'est Fabinho, c'est Moutinho, donc c'est toute la dernière génération, quoi. Ouais, jusqu'en avec 28, il devait être là. Hein. Absolument, jusqu'en 98, on avait Luc Sonor, Patrick Valéry, Franck Dumas et Victor Ikpeba et Emmanuel Petit qui étaient devant, avec les deux que tu as cités. Donc effectivement, il était top 10. Voilà, il était... Ouais. Après, en C1, par contre, il n'y avait que 3 matchs. C'était lors de l'année 88-89. C'est plus sur la C2 où il a fait 20 matchs, notamment avec ce parcours en 92 et aussi en 90, où il a quand même disputé de nombreux matchs. Il parlait justement, j'ai reparlé aussi de cette... il y a une petite anecdote qui sortait sur
sur le match face à la Roma, la confrontation face à la Roma. Il racontait qu'il avait mis à l'époque la misère à Carboni, c'est ce qu'il avait dit, donc qui était à la Roma. Et apparemment le Jeu président. de mots, Boris? Non, là, comme ça. Non, ça vient pas. bon. C'est dommage. Un peu décevant quand même. Bah si, allez, tu vas l'avoir. Quand je vais finir ma phrase, tu vas en avoir un, je suis sûr. Donc il met la misère à Carboni et là le président de la Roma voulait le signer, mais en fait le président de la Roma s'est rendu compte qu'il avait déjà 30 ans et il estimait que c'était trop vieux. Donc peut-être que Marcel Dib aurait pu aller à la Roma. Voilà. Allez, celle-là elle était offerte sur un plateau quand même. Il était carbo. Et voilà. Ouais. Mais enfin bon, à 30 ans, ça allait encore. Mais voilà, à cette époque-là, comme le nombre d'étrangers était limité. Pour te connaître un peu, je vois que toi aussi, à 30 ans, t'es déjà carbo, Damien. Donc... Perso, ça me choque pas. Ça veut dire que donc les Italiens, à l'époque, n'empilaient pas les trentenaires et plus, comme depuis une petite dizaine d'années. Ouais, bah, ils se rendent compte que quand on n'a plus le choix parce qu'on n'est plus trop attractif, on prend ce qu'il y a. C'est ça. Voilà, en tout cas, Marcel Dib, une carrière bien pleine à l'AS Monaco. Et on va voir si Marcel Dib peut prétendre au mur des légendes. Eh bien, c'est un non. C'est un non à l'unanimité. Hein. Je ne vous cache pas que sans cette petite histoire de suspicion, je l'aurais peut-être mis. Mais voilà, il y a des petites choses qui font que c'est rédhibitoire, malheureusement. On va encore prendre une plainte, sinon. Oui, voilà, on va éviter. Roger Mendy, on s'en fout, on fera pas d'émission, mais bon, Marcel Dib, quand même, on sait jamais s'il regarde. Donc voilà, c'est la raison pour laquelle, en tout cas pour moi, c'était non. Peut-être que pour vous, il y avait autre chose, mais pour moi, c'était ça. Si tu regardes les étoiles et donc entre guillemets la note, il pourrait, mais comme on l'a malgré tout sur la Legacy, on est assez faible parce que même si sa carrière est monégasque, c'est terrible, mais il est souvent associé à l'OM. Le niveau est bon, mais pas non plus extraordinaire, et donc en fait vraiment c'est la longévité où il fait très très mal. Évidemment, là il marque énormément de points. Est-ce qu'il serait pas dans ton vestibule, Boris? Est-ce qu'il ne serait pas? En tout cas, j'ai pas vraiment hésité à le mettre. C'est pas forcément des premiers noms. C'est vrai qu'il a pas mal des critères. Je réfléchissais. Je pense qu'il est peut-être pas si loin que ça en comparaison de deux garçons qui étaient Hidalgo et Biancheri, qu'on avait mis un nombre de matchs pas si éloigné. Ce côté un petit peu aussi milieu très complet, très polyvalent, pas forcément les plus grands talentueux, mais j'ai l'impression qu'il y avait d'autres choses aussi chez Biancheri Hidalgo, une équipe déjà qui a gagné un peu plus de trophées, et eux en particulier. Pour Hidalgo. Ouais, un statut peut-être un peu plus de leadership, un apport une legacy plus forte, même s'ils étaient plus vieux, mais parce qu'ils ont fait dans l'après. C'est vrai que j'ai l'impression que Marcel Dib, les gens ont l'impression que c'est un ancien joueur de l'OM avant de penser à l'AS Monaco, alors qu'il y a joué qu'en D2 et pendant 2 saisons, qu'il y a des petits détails comme ça qui font que pour moi c'est un joueur un petit peu plus classique. Je l'ai pas vraiment envisagé de le mettre sur le mur personnellement, mais c'est une mention plus qu'honorable. Ouais. Allez, le mur des légendes du coup, le petit visuel qui va bien, et donc Théo qui est entré la semaine dernière et qui ne sera pas suivi par Marcel Dib. Le prochain rendez-vous, ce sera, encore une fois, on refait un saut dans le temps pour le plus grand plaisir de Rome. On va parler de François Ludo. Voilà. Les doubles prénoms, du coup, ça fait... c'est pour le mur des légendes des tueurs en série. Ça fait rappel à ce dont on parlait la semaine dernière. Absolument. Les doubles prénoms, c'est souvent... Voilà. Ouais. Après, François Ludo n'a pas ce passif-là encore. Pas à notre connaissance, en tout cas. On verra. Je sais pas. Et c'est pas son vrai nom, Ludo. Alors voilà, Boris, effectivement, vas-y. C'est un nom raccourci, mais je le donnerai la prochaine fois. Voilà. Et encore une fois, un joueur d'origine polonaise, un de plus. Voilà. Ouais. On se demande qu'est-ce qui a cloché chez Boris pour que ça ne marche pas. Ouais, à part le physique, la technique, la tactique et à peu près tout le reste. Et le QI foot aussi, peut-être. Ouais. Le QI, ça va. Le foot, je sais pas, par contre.
Allez, messieurs, on se quitte là, du coup, sur Marcel Dib. Alors évidemment, en plus, Marcel Dib, juste avant le match face à l'OM, bah voilà, c'était un peu couru d'avance, quoi, en fin de compte. C'est à propos. C'était à propos, tout à fait. Bon, bah en tout cas, le prochain On rendez-vous. espère un doublé de Jean Lucas. Alors, par contre, j'ai peur de te contredire, mais il n'y a pas plutôt le match de Coupe de France là? Ouais, on n'est pas encore fixé sur la publication exactement, c'est pour ça. Pour moi, il y a le match de Coupe de France. Ouais. Mais en tout cas, c'est la semaine du match de l'OM, ça c'est une Oui, certitude. Et puis Marcel Dib pour une demi-finale de Coupe de France, c'est bien aussi. Ouais. Hein. Ça marche aussi. Ouais. Merci en tout cas de nous avoir suivis et puis rendez-vous donc dans la semaine pour plusieurs débriefs et également pour la semaine suivante François Ludo, l'émission numéro 33. Salut à tous et daguebouligou. Ciao ciao. Et bisous.